Cet enregistrement est la suite de la partie 1 intégration numérique qu'on va recommencer là où on a terminé la première partie. Donc on était là. Nous avons vu que le calcul intégral par la méthode directe consiste à discrétiser l'intégrale AB en un certain nombre de points qui sont séparés d'une distance h qui n'est pas forcément fixe. Et avec ça, donc, on construit des sous-intervalles qui contiennent un nombre de points variables et quelconques. Il n'y avait pas donc de contrainte sur le nombre de points à prendre dans le sous-intervalle. On pouvait prendre chaque sous-intervalle avec un nombre de points quelconque. Dans chaque sous-intervalle, nous avons calculé l'expression d'un polynôme d'interpolation par la méthode d'interpolation directe. Nous avons ensuite calculé l'intégrale élémentaire de ce polynôme sur le sous-intervalle. Nous avons sommé sur toutes les contributions élémentaires pour calculer la valeur totale de l'intégrale de la fonction dans AB. Donc nous avons constaté que le calcul par la méthode directe est assez costaud puisqu'il demande beaucoup de temps de calcul pour déterminer les coefficients du polynôme d'interpolation par la méthode directe. Donc c'est pour ça que nous allons chercher d'autres méthodes d'interpolation, et la deuxième méthode qu'on va présenter, c'est en fait un ensemble de méthodes qui s'appellent des méthodes de Newton-Cotes. Ces méthodes reposent sur le remplacement de la fonction interpolée par un polynôme écrit dans la base de Newton. Donc ça fait appel aux connaissances d'interpolation par polynôme de Newton que nous avons vu dans le chapitre précédent. Et quand on dit méthode d'interpolation par Newton, ça veut dire un pas régulier. C'est-à-dire que l'intervalle AB doit être discrétisé avec un pas h fixe. Donc toutes ces méthodes vont construire des sous-intervalles qui contiennent un certain nombre de points, et à l'intérieur du sous-intervalle, on remplace la fonction par le polynôme de Newton de degré n correspondant au nombre de points que contient cet intervalle. Ensuite, on procède de la même façon. Donc, on fait sommation sur tous les sous-intervalles pour remonter à la valeur de l'intégrale i. Donc, toutes ces méthodes ont en commun le remplacement par le polynôme de Newton. Ce qui va différencier ces méthodes de Newton-Cotes entre elles, c'est le degré du polynôme d'interpolation de Newton qu'on va utiliser. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Je peux prendre des sous-intervalles qui contiennent donc 1 point, 2 points, 3 points, 1 point, et à chacune de ces situations correspond un polynôme d'interpolation de degré n donc associé, et la méthode prend un nom par rapport à ça. Donc on va voir ces différentes méthodes plus concrètement. Donc on commence par la méthode des trapèzes qui consiste donc à discrétiser AB en un certain nombre de points espacés d'un pas h régulier. Ensuite, je construis des sous-intervalles qui contiennent 2 points uniquement. Et donc à l'intérieur de cet intervalle, j'interpole par un polynôme de Newton d'ordre 1 puisque c'est 2 points, donc c'est un polynôme d'ordre 1. Je fais donc pareil pour tous les autres sous-intervalles. Je calcule l'intégrale de ce polynôme d'interpolation dans le sous-intervalle pour me donner l'intégrale élémentaire. Je somme les intégrales élémentaires pour remonter à i donc de la même façon.
La deuxième possibilité, c'est de prendre donc des sous-intervalles qui contiennent 2 points, qui contiennent, pardon, 3 points. Donc ici, c'est 3 points, donc c'est un polynôme de degré 2 qui va remplacer la fonction f dans le sous-intervalle considéré. Donc là aussi, je fais pareil pour les autres sous-intervalles. Je calcule les intégrales élémentaires et ensuite je somme pour calculer l'intégrale totale dans AB. Là, il y a une remarque importante à faire, c'est que il y a une contrainte qui apparaît sur le nombre de points à prendre dans la discrétisation de l'intégrale AB. Donc on voit que pour Simpson 1,3, comme c'est 3 points pour un sous-intervalle, donc pour deux sous-intervalles, ça va être donc 3 autres points, mais qui ont les deux sous-intervalles donc ont en commun un point. Donc pour construire deux sous-intervalles de Simpson 1,3, j'aurai besoin de 5 points. 3, 4, 5 points. Pour 3 sous-intervalles, j'aurai besoin de 7 points. Donc, je serai à x6, donc n égale 6. Commençons le compte par 0. Donc, j'aurai au total 7 points pour 3 intervalles. Et ainsi de suite. Donc, il faut tout le temps un nombre impair de points pour pouvoir appliquer Simpson 1,3. Donc, le dernier point, ça va être forcément un nombre indice pair pour avoir un nombre de points impair. Donc, regardez, pour indice 6, j'aurai 7 points. Pour 4, 6, 5 points. Donc, pour que ce soit un nombre impair de points, il faut que ce soit indice pair. Donc, le dernier point, il va être x indice 2n pour avoir un nombre de points qui est égal à 2n plus 1, qui est un nombre impair. Donc, c'est une contrainte à respecter pour pouvoir appliquer la méthode de Simpson 1,3. La deuxième variante de Simpson donc fonctionne avec 4 points d'interpolation. Donc pour construire mes sous-intervalles, je prends 4 points. Et à l'intérieur, donc je fit avec un polynôme d'ordre 3, bien évidemment. Je fais pour tous les intervalles, les autres sous-intervalles la même chose. Je calcule l'intégrale de ce polynôme dans le sous-intervalle. Je somme les intégrales élémentaires pour construire, donc, alors pour calculer l'intégrale totale dans AB. Et là également, il y a une contrainte sur le nombre de points à prendre. Donc, on a dit que pour un sous-intervalle, il faut 4 points. Pour deux sous-intervalles, donc, il faut 4 autres points. Mais les deux sous-intervalles ont en commun un point. Donc, pour avoir deux sous-intervalles, j'aurai besoin de donc 4, 5, 6, 7 points d'interpolation. Pour un troisième sous-intervalle, donc il va falloir 10 points d'interpolation, ainsi de suite. Donc je remarque que le nombre total de points doit donc être de la forme 3n plus 1. Donc le dernier point que je vais avoir, c'est un point indice 3n. Regardez, ça c'est 0. Ensuite vient x 3, ensuite vient x 6, ensuite x 9, et ainsi de suite. C'est tout le temps un multiple de 3. Donc le dernier, c'est x3n pour avoir au total 3n plus 1 point. Donc on applique Simpson 3, 8 qu'avec un nombre 3n plus 1 point. C'est une contrainte à respecter lorsqu'on travaille avec Simpson 3, 8. Voilà, maintenant on va voir dans le détail l'expression de l'intégrale élémentaire et de l'intégrale totale relative à chaque méthode d'intégration. Et donc, on a de manière générale, Newton-Cotes fait appel au polynôme d'interpolation par Newton, dont l'expression a été établie dans le chapitre précédent, je la rappelle ici. On peut l'écrire explicitement en fonction de x, comme on peut l'écrire en fonction de p, avec la relation qu'il y a entre x et p est la suivante. Donc, x égale x0 plus ph, avec p un nombre réel. Donc, je travaille soit avec celle-là, soit avec celle-ci. Mais je préfère travailler avec la deuxième formule parce que ça simplifie le calcul.
Donc ensuite, lorsque je suis sur un sous-intervalle donc qui commence à un nœud xk, j'intègre donc dans le sous-intervalle qui va de xk jusqu'au nœud xk plus m. Donc notez que ce m, c'est le nombre de points que contient le sous-intervalle. Donc il va varier d'une méthode à une autre. Lorsque c'est les trapèzes, qu'on a ces deux points, donc là j'aurai m égale donc 1, j'aurai entre xk et xk plus 1. Et lorsque c'est Simpson 1, 3, donc là c'est 2, c'est entre xk et xk plus 2. Et lorsque c'est Simpson 3, 8, c'est entre xk et xk plus 3. Voilà, de la fonction f de x dx, qui sera approximée donc par l'intégrale de Pn de x dx. Donc maintenant je peux écrire comme ça. Comme je peux exprimer ce Pn de x dx en fonction de P, et là donc j'utilise la relation qui est entre les deux. Donc pour avoir une intégrale entre x0 et x de manière générale, ça revient à intégrer entre 0 et P, puisque d'après la correspondance qui est entre les deux. Et dx, ça se calcule comme h dp d'après la relation qui est entre les deux. Donc finalement, j'applique cette relation sur chaque méthode pour établir l'expression de l'intégrale élémentaire. Donc commençons par les trapèzes. On a dit que les trapèzes, c'est pour un m qui est égal à 1. Et donc, c'est pour xk jusqu'à xk plus 1. Ici, je dis donc xk plus 1, p, donc qui vaut x moins x0 sur h de manière générale, donc il va être égal à xk plus 1 moins xk sur h, donc c'est h sur h, c'est 1. Donc ça revient à intégrer entre 0 et 1 en termes de p. Je remplace donc l'expression de p dans l'intégrale. Et là, donc, avec les trapèzes, on a dit qu'on remplace avec un polynôme de Newton d'ordre 1. Donc, c'est un P1 de P. P1 de P, qu'est-ce qu'il vaut? Regardez, donc, dans la relation de Pn de P, je tronque à l'ordre 1. Je prends uniquement f de x0 plus P, différence finie progressive d'ordre 1 au point P, que je remplace donc là, je fais le calcul, j'aboutis donc à l'expression de l'intégrale élémentaire au nœud qui commence au nœud k et qui va jusqu'au nœud k plus 1. Donc ça donne h sur 2 f de xk plus f de xk plus 1 qui s'appelle la formule des trapèzes. Maintenant cette formule, je la généralise sur tous les sous-intervalles et je somme, ce qui donne donc cette somme là. Et donc après simplification, j'obtiens I sur AB qui est égal à H sur 2 F de A plus F de B plus 2 fois la somme des autres F de XK, donc pour K égale 1 jusqu'à N-1. Donc je somme tous les F de XK. Donc le premier f de x0 c'est f de a, f de xn c'est f de b, et tous les autres qui sont donc entre les deux, ils sont sommés en double. Pourquoi? Parce que chaque terme se répète deux fois, puisqu'il est en commun entre deux sous-intervalles. Regardez, donc pour x1 par exemple là, et puis là, donc c'est deux fois, c'est tout le temps deux fois l'élément. Ça s'appelle la formule des trapèzes généralisés. On va regarder une petite interprétation géométrique de cette méthode. Donc, en fait, ça revient à intégrer une fonction f de x dans AB et de prendre donc un sous-intervalle comme ça. Là, j'ai agrandi. Donc, ça, c'est xk, ça, c'est xk plus 1. Ça, en bleu, c'est la fonction. Et puis, je l'interpole donc par la droite, le polynôme d'ordre 1 qui est une droite qui passe entre les deux. Et l'intégrale de f de x dans ce sous-intervalle, c'est l'aire assurée en rouge. Elle va donc être remplacée par l'aire qu'il y a sous la droite. Donc, c'est la même à la différence de cette partie-là qu'il y a entre les deux. Voilà.
Regardons maintenant donc la formule des trapèzes sur un exemple d'application. Là, on nous donne donc une fonction fx qui vaut exponentielle x et on nous demande de calculer son intégrale entre moins 0,2 et 0 par la méthode de Newton-Cotes, formule des trapèzes. Donc, on sait que la valeur exacte de cette intégrale est 0,1813, donc à 4 chiffres significatifs. On va chercher la valeur donc numérique de cette intégrale par la méthode de Newton-Cotes, formule des trapèzes. Donc, regardez là, mon intégrale d'intégration, c'est AB, donc A égale moins 0,2 et B égale 0. Avec cet intervalle, donc j'aurai besoin de discrétiser d'abord. Et pour discrétiser, j'aurai besoin de connaître donc soit le nombre de points à prendre, soit le pas de discrétisation. Là, comme on ne me le fixe pas dans l'exercice, je l'ai fait pour un choix. Pardon. Donc, je l'ai fait pour un choix de pas de discrétisation H égale 0,2 et pour un pas de 0,05. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, à partir de H, je vais remonter au nombre de points. Et donc, à N, que je vais utiliser dans mon expression. La relation qu'il y a entre H et le nombre de points. Donc, si j'ai n plus 1 point, j'ai n sous-intervalles. Et la relation entre le nombre de sous-intervalles de discrétisation et le pas h, c'est n égale b moins a sur h. C'est la longueur de l'intervalle sur la longueur de sous-intervalle. Ça donne le nombre de sous-intervalles. Maintenant, si j'ai n égale 1 sous-intervalle, ça veut dire que j'ai 2 points d'interpolation. N plus 1, donc 2 points d'interpolation. Maintenant, moi, ce dont j'ai besoin dans cet exercice, c'est pas n plus 1, c'est pas le nombre de points d'interpolation, c'est en fait n. Et n qu'on a, il vaut 1. Donc, je prends la formule des trapèzes qui s'écrit comme ça et je remplace n par 1. Donc, ça donne f de h sur 2, f de a plus f de b, plus 2 fois somme de k égale 1 jusqu'à n moins 1, donc c'est 0. De 1 à 0, donc ce terme n'existe pas. Il me reste h sur 2, f de a plus f de b, qui est la formule des trapèzes simples. Puisque là, j'ai uniquement 2 points d'interpolation, donc c'est les trapèzes simples. Donc, application numérique, je trouve ça. Maintenant, avec h égale 0,05, là j'ai descendu en termes de h et logiquement je vais avoir plus de points d'interpolation. Et donc je calcule n, le nombre de sous-intervalles de discrétisation qui est égal dans ce cas à b-a sur h égale 4. Donc j'ai 4 sous-intervalles, ce qui correspond à 5 points d'interpolation. Donc avec 5 points d'interpolation, remarquez que 5 est un nombre... alors, donc, le nombre de points est égal à 5. Et ce dont j'ai besoin, ce n'est pas le nombre de points, c'est le n, c'est le nombre de sous-intervalles de discrétisation. Donc, c'est ce 4-là. J'applique donc dans la formule, ça donne donc h sur 2 f de a plus f de b plus 2 fois somme de k égale 1 jusqu'à n-1, donc jusqu'à 3, f de xk. Donc, ça donne f de A, f de B, plus 2 fois maintenant les xk qui sont entre 1 et 3. Donc, x1, f de x1, f de x2, f de x3. Je fais donc application numérique, je trouve ça. Donc, remarquez que par rapport à la valeur exacte, qui était de 0,1813 à 4 chiffres significatifs, avec un pas h égale 0,2, je suis à une distance de 6 10 puissance moins 1, 2, 3, 6 10 puissance moins 3 de la valeur exacte.
Alors que avec un pas plus petit, je trouve l'intégrale exacte à 4 chiffres significatifs. Donc, avec la méthode des trapèzes, plus le pas de discrétisation est petit, plus la méthode est exacte. Donc, passons maintenant à la méthode, aux formules de Simpson. Donc, les formules de Simpson qu'on a, il y a deux variantes importantes qui sont la N3 et la 3,8. Pour la N3, on remplace la fonction par un polynôme d'ordre 2. Donc, on discrétise, ensuite on prend des sous-intervalles qui contiennent 3 points. Donc, avec 3 points, j'interpole avec un polynôme d'ordre 2. Donc, si je suis à un nœud qui commence à xk, je vais intégrer entre xk, ensuite je compte pour 3 points. Donc, xk plus 1, ensuite xk plus 2. Donc, j'intègre entre xk et xk plus 2 f de x dx. Je remplace le polynôme, c'est un polynôme de degré 2. Je tronque à l'ordre 2 dans l'expression de polynôme de Newton. Et je fais le calcul, donc je vais établir l'expression de Simpson N3 simple qui est celle-là. Donc c'est h sur 3, f de xk plus 4 f de xk plus 1 plus f de xk plus 2. Je généralise sur tous les autres sous-intervalles pour donc calculer l'intégrale totale. Donc je trouve h sur 3, f de a plus 4 fois donc la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des f au nœud indice impair, plus 2 fois la somme de k égale 1 jusqu'à n-1 f de x indice pair plus f de b. Voilà. La deuxième variante de Simpson, c'est la variante qu'on a 3,8, dans laquelle j'interpole par un polynôme d'ordre, cette fois-ci 3. Donc, j'aurai besoin de 4 points pour constituer les sous-intervalles. Et donc, j'intègre la formule entre xk et xk plus 3 pour avoir 4 points. Je fais le même calcul que tout à l'heure pour établir l'expression de l'intégrale élémentaire par Simpson 3,8, qui est celle-ci. Je généralise un ensemble qu'on a, il faut faire attention, 3n plus 1 point, donc c'est la contrainte qu'il y a sur la formule de Simpson 3,8. Et là donc, ça me donne la formule générale de Simpson 3,8 qui s'écrit comme 3h sur 8, f de a plus f de b, plus 3 fois donc la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de fx indice donc 3k plus 1 plus 3 fois donc k égale 0 jusqu'à n-1 f de x indice 3k plus 2 plus 2 fois somme de k égale 1 jusqu'à n-1 de f x indice 3k. Et donc on va voir que les méthodes de Simpson 1,3, 3,8 présentent une contrainte sur le choix de nombre de points de discrétisation. Qu'on a pour 1,3, ça nécessite un nombre impair de points, donc de la forme 2n plus 1. Donc c'est pour n égale 1, on trouve 3 points. Pour 2, donc 5, c'est de la forme 3, 5, 7 points, ainsi de suite. Et pour la 3,8, c'est de la forme donc 3n plus 1. Pour n égale 1, donc ça donne 4, donc c'est pour 4 points, ensuite 7 points, 10 points, ainsi de suite. Si je n'ai pas la première condition et je n'ai pas la deuxième, je ne peux pas appliquer ni Simpson 1,3 toute seule, ni Simpson 3,8 toute seule. Il va falloir faire une combinaison des deux. Donc on va voir tout ça sur un exemple pour éclaircir un peu les concepts. Donc, on va calculer par Simpson approprié l'intégrale i qui va de 1 à 2 de x moins exponentielle 1 sur x dx pour un pas h qui vaut une fois donc 0,5 et une fois 0,2. Donc, pour le pas h égale 0,5, on va calculer le nombre de points qui correspond à ce pas. Qu'on a la relation Cn égale b moins a sur h, donc c'est 2.
à deux sous-intervalles de discrétisation correspond donc un certain nombre de points n plus 1 qui est égal à 3 dans ce cas. Donc avec un pas de 0,5, l'intégrale n2 est discrétisée en 3 points d'interpolation. Avec 3 points d'interpolation, regardez, je suis dans le cas de Simpson N3. Je peux appliquer Simpson N3, mais je ne peux pas appliquer Simpson 3,8. Donc, j'applique Simpson N3. La formule de Simpson N3 pour 2n plus 1 point s'écrit donc comme ça. Donc, faites attention, c'est pour 2n plus 1 point que j'ai la formule qui s'écrit comme ça en fonction de n. Donc, si j'ai 2n plus 1 point est égal à 3 dans mon cas, je déduis ce n, il est égal à combien? Donc, il est égal à 1. Donc, le n que je vais écrire dans la somme, c'est n égale à 1. Et donc, la formule va s'écrire comme donc h sur 3, f de x0 qui est f de a, plus f de b qui est f de x2, plus 4 fois la somme de f de x de k plus 1 pour k allant de 0 jusqu'à 0, puisque n-1, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc de 0 à 0, c'est la valeur 0 pour f de x de k plus 1 qui donne f de x1. Donc 4 fois f de x1. Par contre, Naya, ça va de 1 jusqu'à 0, elle n'existe pas. Donc, ce terme-là, il n'y est pas. L'intégrale de Simpson N3 après application numérique, donc ça consiste dans l'application numérique à remplacer h par sa valeur. Et là, calculer donc la valeur de f pour chaque ça donne cette valeur. Pour un pas h égale 0,2 cette fois-ci, donc on va faire la même chose. Il faut calculer le nombre de points de discrétisation qui correspond au pas considéré et décider quelle méthode de Simpson, quelle variante utiliser. Donc avec un pas de 0,2, le n, le nombre de sous-intervalles de discrétisation est égal à 5. Ça veut dire que le nombre de points de discrétisation est 5 plus 1, donc c'est 6 points. Et avec 6 points, regardez, je ne suis pas dans la première configuration, je ne suis pas dans la deuxième configuration. Donc, je suis obligée de combiner 1 et 2. Donc, je combine les deux méthodes 1, 3, 3, 8 en prenant, donc, puisque j'ai 6 points, je prends donc 3 points et 4 points. 3 points vont me permettre d'appliquer Simpson 1,3 et 4 points vont permettre d'appliquer Simpson 3,8. Donc, la Simpson, on commence donc avec, donc on commence par donc diviser l'intervalle AB entre x0 et x5. Le dernier c'est x5 puisqu'on a 6 points. Donc ça va de 0 jusqu'à 5. Le dernier point c'est 5. Je discrétise donc entre 0, x0 et x5. Je prends 3 points pour faire Simpson N3, donc x0, x1, x2. Donc ça va de x0 jusqu'à x2. Ensuite, à partir de x2, qui est en commun avec le premier sous-intervalle, c'est autant le cas. Donc x2, je compte 4 points pour appliquer Simpson 3,8. Donc ça va être x2, x3, x4, x5, le quatrième point. Et là, donc, j'applique Simpson 3,8. Donc, ça va être I1,3 plus I2,3,8. J'applique donc l'expression de Simpson 1,3 sur les 3 premiers points, là. Et j'applique Simpson 3,8 sur les 4 derniers points, comme ceci. Donc, en remplaçant chaque terme par sa valeur, j'obtiens la valeur suivante de l'intégrale. Donc, elle est légèrement différente de la première qu'on a trouvée avec Simpson 1,3.
Ce deuxième enregistrement donc va être une suite de la dernière partie du chapitre de l'interpolation et un enchaînement sur le chapitre 4, approximation. Donc regardons ensemble. Donc, tout ce que nous avons vu jusque-là, c'était la méthode directe Lagrange et Newton pour un ensemble de points xk espacés d'un pas h quelconque. Là, donc, je vais traiter un cas particulier qui se présente lorsque les points xk sont régulièrement espacés. C'est un cas intéressant avec la méthode de Newton spécifiquement, puisque l'expression du polynôme écrit dans cette base se simplifie énormément dans les calculs. Donc, je présente les différences finies qui sont de trois types: progressives, régressives et centrées. On entend par différence finie progressive la différence au point xk, la différence de la valeur de la fonction au point xk plus 1, donc qui se trouve en haut de ce point, moins la valeur de la fonction en ce point. Les différences finies régressives, on a un point xk plus 1, c'est la différence entre la fonction en ce même point et la fonction au point qui se trouve plus bas. Et la différence finie centrée, c'est la différence des deux valeurs de la fonction au point donc, qui se trouve en haut et en bas du point considéré respectivement. Donc, remarquez que lorsque je fais la différence fxk plus 1 moins f de xk, quand je parle de différence finie progressive, donc c'est la différence finie progressive au deuxième point. Quand je parle de la différence finie régressive, c'est la différence finie régressive au premier point. Et lorsque je parle de la différence finie centrée, c'est la différence finie centrée au point qui se trouve au milieu des deux. Donc, c'est la moyenne de k plus 1 et k. Donc, c'est k plus 1 plus k sur 2 qui donne k plus n demi. Voilà. Maintenant, on va exprimer le polynôme de Newton dont l'expression a été déjà établie en fonction des différences divisées. On va l'exprimer maintenant en fonction des différences finies progressives. Donc, on commence par le cas des différences finies progressives. Pour ça, donc, on prend les coefficients du polynôme qui sont les différences divisées d'ordre 1, 2 jusqu'à n. Et on va exprimer chaque coefficient en fonction de son équivalent en différence finie progressive. Donc, je trouve que la différence divisée d'ordre 1, c'est rien d'autre que la différence finie d'ordre 1 sur h. La différence divisée d'ordre n, c'est la différence finie d'ordre n sur n factoriel h à la puissance n d'une manière générale. Donc, en prenant donc chaque terme, en le remplaçant dans l'expression du polynôme de Newton précédemment établi, j'aboutis à la nouvelle expression de Pn de x, dans toujours la base des polynômes de Newton, mais avec en fonction des différences finies progressives au lieu des différences divisées. Donc, je trouve quelque chose qui s'écrit en fonction de x, ensuite des xk, donc x0 jusqu'à xn-1, et puis en fonction des différences finies progressives d'ordre 1, d'ordre 2, ainsi de suite jusqu'à l'ordre n. Maintenant, cette expression, je peux l'utiliser comme ça directement. Donc, pour calculer la valeur de Pn en un point quelconque x, je prends cette expression, je connais x0, x1 jusqu'à xn, je calcule les coefficients des différences finies progressives d'ordre 1 jusqu'à n à partir de la table des différences finies progressives qu'on va voir tout de suite. Et je remplace la valeur de x pour laquelle je cherche la valeur de p.
Je peux travailler comme ça, mais je peux encore simplifier pour que les calculs, les applications numériques soient plus simples. Donc, au lieu d'exprimer Pn en fonction de x explicitement, comme c'est le cas ici, je vais exprimer Pn en fonction de x de manière implicite. Ça veut dire que je vais l'exprimer en fonction d'une autre variable qui s'appelle p, et le x il va être caché dans ce p. Qu'est-ce que c'est que ce p? Il est lié à x par la relation x égale x0 plus ph. Faites attention, c'est pas x0 plus kh comme on a fait pour les xk. Donc, on a les xk, on les a repérés par la relation xk égale x0 plus k fois h. Avec k, c'était un nombre entier. Donc, j'avais x égale x0 plus 1h, x égale x0 plus 2h plus nh. Et à chaque fois, donc, j'avance en rajoutant un h. Mais maintenant, je veux faire le calcul pour un point x quelconque. Donc, ça, c'est un nombre quelconque qui s'écrit x0 plus p fois h. Donc, ce p, c'est un nombre réel cette fois-ci. Il me permet de repérer les points qui se trouvent entre les points d'interpolation. Je m'explique encore plus. Donc, je considère ma répartition de points xk, x0, x1, xk, xn. Donc, la distance entre chaque deux points consécutifs, c'est h, puisque c'est régulièrement espacé. Et puis, la relation qui me donne ces points d'interpolation, c'est xk égale x0 plus k fois h, avec k égale 0, 1 jusqu'à n. Maintenant, je veux calculer le polynôme Pn de x en un point x qui se trouve quelque part ici, ou là, ou quelque part, donc entre les points d'interpolation. Pour ça, j'utilise la relation x égale x0 plus p fois h. Ce p, c'est un nombre réel. Donc, prenons par exemple ce point qui se trouve ici. Je le repère par x0 plus, donc pour moi ici, 1,3 h. Donc, cette distance, ça représente 1,3 de h. Donc, le p, c'est un nombre réel qui vaut 1,3 dans ce cas. Voilà. Je reviens vers ma relation. Qui était là. Donc, en faisant le changement de variable x0 plus ph et en faisant les simplifications qui vont avec, j'aboutis à pn de k, en fait, puisque c'est explicitement fonction de p, pn de p, puisque c'est explicitement fonction de p et implicitement fonction de x. Donc, il va s'écrire comme fx0 plus p fois la différence finie progressive au point x0 plus pp moins 1 sur 2 factoriel différence finie second ordre au point x0 plus donc le produit de p moins 1 jusqu'à p moins n moins 1 sur n factoriel différence finie progressive de l'ordre n au point x0. Cette expression, on va l'utiliser à chaque fois qu'on a à interpoler un ensemble de points par la méthode de Newton quand ces points sont régulièrement espacés d'un pas h. Et donc, si je veux calculer l'expression d'un point x quelconque, je calcule d'abord le p qui correspond à ce x et je remplace dans l'expression dans celle-ci de préférence. Enfin, plus simplement dans celle-ci. Après, vous pouvez utiliser celle-là si vous voulez. Donc, dans l'exemple qui va suivre, on va appliquer donc les différences finies progressives pour établir le polynôme d'interpolation par Newton. Donc, voici un ensemble de valeurs xf de x. On nous demande donc de déterminer uniquement là la table des différences finies progressives. Ensuite, on verra dans un autre exemple comment reconstituer donc les composants à partir des composantes de polynôme de Newton, le Pn de x. Donc la table des différences finies progressives, c'est la même, donc c'est de la même façon que pour les différences divisées. Je prends mes valeurs, je les présente, donc la première colonne, ça va présenter les xk et la deuxième colonne donc va
contenir les f de xk correspondants. Et puis là, l'indice, donc de 0 jusqu'à n, de 0 jusqu'à 4, j'ai 5 points, donc elles sont répartis entre k égale 0 et 4. Je commence donc mon calcul des différences finies progressives. Donc, souvenez-vous que pour les différences divisées, je faisais ça moins ça sur ça moins ça. Pour les différences finies, je ne divise pas. Donc, elles s'appellent des différences finies. Les autres s'appellent des différences divisibles puisqu'on divise. Les différences finies, on ne divise pas. C'est comme les différences divisées, sauf qu'on ne divise pas. Donc, je fais ça moins ça. Je descends, ça moins ça me donne ça. Ça moins ça me donne ça. Ça moins ça me donne ça. Ainsi de suite d'ordre 2. Donc ça moins ça me donne ça. Ça moins ça pour ça. Ainsi de suite. L'ordre supérieur, donc ça et ça me donne ça. Ça et ça me donne ça. Le dernier ordre qui est l'ordre 4, c'est ça moins ça tout simplement. Voilà. Donc, comme ceci, donc j'ai établi les différences finies des différents ordres au point x0. Donc, l'ordre 0, c'est f de x0, c'est la première valeur. Ordre 1, ordre 2, ordre 3 et ordre 4. On passe aux différences finies régressives. Pour les différences finies régressives, donc de la même façon, je prends mes différences divisées. Je les exprime en fonction des différences finies régressives cette fois-ci. Et donc, je trouve ces relations-là. Et après remplacement, ça me permet de réexprimer le polynôme d'interpolation de Newton avec les différences divisées en fonction des différences finies trouvées là. Et donc, l'expression est la suivante. Alors, dans ce cas, l'expression de polynôme de Newton avec les différences divisées régressives, souvenez-vous que ça s'écrivait en fonction de xn. Donc, c'était f de xn plus x moins xn sur h. Donc là, ça va me donner la différence finie régressive au point xn. C'est pas au point x0, c'est au point xn. Ainsi de suite. Donc, plus x moins xn moins 1 sur 2 factoriel h2, différence finie d'ordre 2 régressive au point xn toujours, et ainsi de suite. Comme on a fait précédemment, on va prendre la variable x, on va l'exprimer en fonction de h. Donc, je prendrai x égale, cette fois-ci, xn plus ph. Puisque tout s'écrit en fonction, tout tourne autour de xn cette fois-ci. Donc, le pn de x, il va s'écrire comme ça. Donc, voilà son expression. C'est f de xn plus p différence finie régressive au point xn plus pp plus 1 sur 2 factoriel, différence finie seconde au point xn plus. On va voir un exemple comme tout à l'heure, donc un ensemble de valeurs qui représente les termes consécutifs d'une série Sn. Pour n allant de donc 3 jusqu'à 9, j'ai les valeurs de Sn équivalentes. Vous voyez que les valeurs sont équidistantes. Espacé d'un pas h est égal à 1. Donc j'applique la méthode de Newton avec les différences finies. Et là, on me demande de le faire avec les différences finies régressives et de trouver la valeur de Pn au septième point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au septième point. Donc la table des différences finies régressives, je vais l'établir de la même façon que pour le premier cas. Sauf que là, regardez, je présente mes valeurs dans l'ordre inverse au premier. Ça veut dire que je ne présente pas dans l'ordre 0, 1, 2 jusqu'à 6, je présente dans l'ordre 6 jusqu'à 0. Donc j'inverse les valeurs, l'ordre des valeurs xk. Et donc les valeurs de f de xk qui vont avec. Ensuite, je commence à faire mon calcul. C'est une différence finie régressive. Donc, je fais tout le temps ça moins ça. Donc, je ne fais pas ça moins ça comme pour les progressifs. Je fais ça moins ça. Ça me donne ça. Ça moins ça me donne ça. Ça moins ça me donne ça. Ainsi de suite.
au deuxième ordre. Donc ça moins ça me donne ça moins ça me donne ça, et ainsi de suite. Et je fais de la même façon jusqu'à ce que j'établis le dernier point. Donc je m'arrête tout le temps lorsque j'ai un seul point dans la colonne. Et ça correspond à l'ordre des différences finies, ça correspond aussi à l'ordre du polynôme. Là, comme, regardez, j'ai combien? 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. J'aurai un polynôme d'interpolation d'ordre 6, donc j'aurai des différences finies d'ordre 6. Donc je m'arrête là. Ainsi donc, voilà les différences finies régressives déterminées donc pour les ordres 0 jusqu'à 6. Ça c'est l'ordre 0, différence finie d'ordre 1, d'ordre 2 et d'ordre 6 que j'ai donc donné là. Donc remarquez que la différence divisée donc pour un point xk plus 1 et x plus k et xk plus n, pardon, la différence divisée pour les points xk plus n et xk plus n moins 1, c'est égal aussi à la différence divisée de l'inverse, donc de ça avec ça. Que je commence par cet ordre-là ou par cet ordre-là, ça donne la même différence divisée, puisque c'est la différence des deux sur, ensuite, la différence des x qui leur correspondent. Et donc, d'une manière générale, on déduit que la différence finie progressive à l'ordre n est égale à la différence finie progressive. La différence finie progressive à un ordre n au point xn est égale à la différence finie la différence finie régressive d'ordre n au point xn, c'est la différence finie progressive d'ordre n au point x0. Donc, ce qui veut dire que pardon, j'en étais là. Donc, ce qui veut dire que cette table des différences finies régressives, je peux également la déduire de la table des différences finies progressives. Ça veut dire que si, par exemple, j'avais déjà rempli la table des différences finies progressives et que je veux calculer les différences finies régressives, alors dans ce cas, pas la peine de refaire une autre table. Donc, avec la même table, donc je prends mes points dans le bon ordre, donc l'ordre donné dans le tableau. Je calcule les différences finies progressives, donc c'est celle-ci, d'après le tableau. Ensuite, les différences finies régressives, je vais les obtenir avec la deuxième diagonale de la table, qui sont identiques que celle-ci. Donc, que je prenne la différence finie, la table des différences finies progressives et que je prenne la diagonale d'en bas, ou que je prenne donc les points dans le sens inverse et que je calcule la table des différences finies régressives et que je prends la première diagonale, ça revient au même. Voilà, donc les différences finies régressives, je peux les calculer à partir de la table des différences finies progressives. Je passe donc au troisième type des différences finies qui sont les différences finies centrées. Donc il est pareil, je prends les coefficients du polynôme de Newton établis pour les différences divisées, je prends les coefficients, je les exprime en fonction de la définition des différences finies centrées. Donc je trouve ça. Et donc dans ce cas, et il faut quand même remarquer que pour établir les différences finies centrées, il faut avoir un ensemble de points centrés autour d'un point. Et donc, regardons la table. Mes points, je ne les prends pas dans l'ordre 0, 1 jusqu'à k. Je les prends je les prends telles qu'elles sont données dans le tableau. Donc elles sont là. Regardez 3,
pour xk égale 3, je prends la f de 3, 4, f de 4, ainsi de suite. Donc, je les prends dans le même ordre. Sauf que pour les cas, je note indice 0 pour la valeur qui se trouve au milieu. Donc, le centre, c'est 0. En haut, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Et en bas, c'est 1, 2, 3. Donc, la notation, je la prends comme ça pour les différences finies centrées. Ensuite, je commence à calculer ma table des différences finies progressives, comme j'ai fait pour la table des différences finies progressives. Ça veut dire que je prends ça moins ça me donne ça, ça moins ça me donne ça, ça moins ça me donne ça, et ainsi de suite. À l'ordre supérieur, c'est pareil, je calcule une table de différences finies progressives ordinaires. Sauf que au niveau de la notation, ça s'appelle 0. Et ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à moins n. Et de l'autre côté, c'est 1, 2, 3 jusqu'à an. Et donc, là, ce que j'ai calculé, c'était f de x. Quel x? C'est pas x indice 0 comme tout à l'heure. C'est f x indice moins 3. Et là, c'est f x indice moins 2. Et là, c'est f de x indice 0. De l'autre côté, c'est f x indice 1, f de x2 et de x3. Voilà. Et lorsque je vais aller chercher, donc, en fonction des différences finies centrées, head, le premier terme qui représente la différence finie progressive au point x moins 3, puisque c'est ça moins ça, donc c'est la différence finie progressive au point moins 3, ça moins ça me donne ça, c'est la différence finie progressive au point moins 2, et ainsi de suite. Mais en fonction des différences centrées, la différence finie centrée, ça se calcule au point indice x, la moyenne des deux points qui ont permis de faire le calcul. Qui maintenant, ce point, il est issu de là et là. Donc, c'est la différence finie centrée au point indice ça plus ça sur 2. Donc, moins 2 moins 3, ça donne moins 5 sur 2. Donc, c'est delta de fx moins 5 sur 2. Pareil, donc je fais ça et ça, c'est la différence finie centrée au point moins, donc 1, moins 2, ça donne moins 3 sur 2. Donc x moins 3 sur 2. Je fais pareil donc pour tous les autres. Je passe à l'ordre supérieur, donc je fais ça moins ça. Et comme indice, je prendrai ça plus ça sur 2 qui me donne moins 2, et ainsi de suite. Donc je remplis ma table le plus normalement, sauf que c'est une table de différence finie progressive ordinaire, sauf que dans la notation, je note le point qui se trouve au centre, indice 0, moins, donc 1, moins 2, moins 3 jusqu'à moins n, en haut, 1, 2, 3 jusqu'à n en bas. Ensuite, pour les différences finies centrées, je prendrai donc les indices tels qu'ils sont pour l'ordre 0, et pour le reste, à chaque fois, je fais ça plus ça sur 2. Et j'avance comme ceci. Voilà. Donc, en remplaçant chaque différence divisée par son équivalent en différence centrée, je ne comprends pas où ça part, pardon. Donc, je disais qu'en remplaçant les valeurs des différences divisées dans l'expression du polynôme de Newton exprimé, en fonction des différences finies centrées, je trouve donc l'expression suivante. En fonction des différences centrées, c'est celle-là. Donc, celle de Newton progressive, c'était celle-là à la base. Celle qu'on a établie juste avant celle-là. C'est Newton progressive avec la notation P. Donc, je peux le faire avec X, mais là, je prends la notation P. Ça part encore, pardon. Voilà, donc l'expression du polynôme de Newton avec les différences finies progressives, c'était celle-là. Maintenant, en faisant ce qu'il faut comme remplacement, j'aboutis
Alors, j'aboutis à l'expression de ce même polynôme en fonction des différences finies, qui est celle-là, qui est celle-là. Voilà, c'est ça. Cette formule, ça s'appelle la formule de Gauss régressive. En faisant le même travail, en considérant donc la formule régressive, j'aboutis donc à la formule de Gauss progressive qui est là. Donc ces deux formules, je les ai directement déduites à partir de celle-là écrite en fonction de P. Donc elles aussi vont être écrites en fonction de P. Et de la même façon, pour calculer la valeur de Pn en un point X, je calcule le P correspondant. Au point P correspondant et je fais une application numérique. Mais après, si vous voulez vous exprimer en fonction de X explicitement, voilà donc la relation qui va lier à chaque fois X à P. Donc P c'est X moins X0 sur H. Donc P plus 1 c'est ceci, P moins 1 c'est cela. Et donc en remplaçant, on peut réécrire ces mêmes formules en fonction explicitement de X comme ceci. Je pense qu'en TD, c'est ces relations que vous utilisez. Après, vous utilisez la formule avec laquelle vous êtes à l'aise. Donc, celle-là vous permet de faire une application numérique plus rapide, plus simple, mais celle-là également mène au même résultat. On va prendre un résultat d'application. Donc, on va évaluer on va donc regarder l'exemple suivant. Donc, on va évaluer la fonction f donnée par le tableau suivant au point x égale 0,35. Donc, ça revient à trouver la valeur du polynôme d'interpolation par Newton au point 0,35 par la méthode des différences finies, puisqu'on est là avec la méthode des différences finies centrées. Donc la table des différences finies centrées autour de x0 égale 0,3 donne ce que j'affiche là. Pourquoi autour de 0,3? Puisque d'abord, donc regardez, c'est un ensemble de points qui sont équidistants d'une distance h qui vaut 0,1 régulière. Donc puisque c'est régulier, je peux appliquer la méthode de Newton. Et puis comme les points se trouvent centrés autour d'un point 0,3, donc j'ai le même nombre de points qui se trouvent à droite et à gauche. Donc, je peux appliquer la méthode des différences finies centrée autour du point 0,3. Donc voilà, je prends mes valeurs du tableau, je les dispose dans le même ordre que le tableau, sauf que pour les indexer, je prends les indices, donc 0 pour 0,3, donc 0 au centre, et puis moins 1, moins 2, jusqu'à moins n. Donc là, comme c'est jusqu'à moins 2, donc ça s'arrête à moins 2. En bas, c'est 1 et 2. Et pour calculer les différences finies centrées, je fais comme j'ai fait pour les... D'ailleurs, là, j'ai appelé différences finies progressives d'ordre 1, 2, 3 et 4. Je calcule pour les différences finies progressives, ça moins ça égale ça moins ça égale ça, ainsi de suite. Je remplis de la même façon. J'obtiens donc ma table. Dans cette table, ce coefficient qui est là, qui se trouve juste, donc la première valeur qui se trouve auprès du centre, voilà le centre. Donc la première valeur qui se trouve en haut, ça c'est la première valeur qui se trouve en bas. Celle-là c'est l'indice moins 1,5 et ça c'est l'indice 1,5.
Ça, c'est donc l'indice 0. Donc, moins 1,5 toujours en haut et 1,5 en bas. Et 0 sur la ligne. Alors, pour le confirmer, on va revoir la table des différences finies qu'on a établies tout à l'heure. Donc, regardez, ça, c'est l'indice 0. Et tout ce qui est sur la ligne, c'est différence finie au point x0. X indice 0. Donc, tout le temps, ça va être x0. Et la ligne qui se trouve juste en haut, c'est l'indice moins 1,5. Moins 1,5, regardez, là, il n'y en a pas. Là, c'est moins 1,5, il n'y en a pas. Ensuite, il va y avoir moins 1,5 tout le temps. Et en bas, c'est indice 1,5. Ensuite, il n'y a pas. 1,5, il n'y a pas. Et 1,5 tout le temps. Et ainsi de suite. Donc, plus haut que ça, donc c'est moins 3,5, moins 3,5, ainsi de suite. Plus bas, donc 3,5, 3,5, ainsi de suite. 5,5, moins 5,5, 5,5, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on avance de 1. De moins 1 en haut et de 1 en bas. Donc, 0, on va de moins 1,5, on va ça saute à moins 3,5. On va à moins 5,5. Donc, j'ai identifié les coefficients des différences finies centrées. Maintenant, j'applique ma relation pour déterminer le polynôme d'interpolation par Lagrange. On a pour les différences finies, j'ai deux possibilités, soit avec Gauss progressive, soit avec Gauss régressive. L'expression pour Gauss progressive, on l'a vu, c'était celle-là. Donc Pn de x égale f de x0 plus p fois différence finie au point x 1,5. Ensuite vient la différence finie d'ordre 2 au point x0, ordre 3 au point 1,5 toujours, 0. Donc ça aussi comme ça, 0, 1,5, 0, 1,5, 0, 1,5. Et quand je regarde là, donc regardez, ça c'est l'ordre 0. Donc c'est 0. Ensuite, voilà, donc c'est 0, ensuite 1,5, 0, 1,5, 0, 1,5, 0, 1,5. Donc pour la formule progressive, je descends, on va je descends, ainsi de suite. Pour la formule régressive, c'est le contraire. Donc x0, ensuite moins 1,5, on va dire x0, moins 1,5, x0, moins 1,5. Donc x0, moins 1,5, donc progressive, c'est ce chemin-là. Régressive, c'est ce chemin-là. Voilà. Et donc, application numérique, les coefficients donc, sont déterminés. Reste plus que à faire l'application numérique pour additionner les composantes pour reconstituer le polynôme. Regardez, c'est f de x0. x0, dans ce cas, c'est 0,3. C'est plus comme avant. Donc 0,3, c'est le point qui se trouve au centre. C'est f de x0 plus p. Alors, maintenant pour p, on va faire comme tout à l'heure. Donc, on a pour x, c'est x0 plus ph. Donc, p, c'est x moins x0 sur h. Si je veux calculer le polynôme au point x égale 0,35, je remplace, ça me donne un p qui est égal à 0,5. Donc, calculer pn au point x égale 0,35, ça correspond à calculer pn au point p égale 0,5. Kiff kiff. Donc, dans la formule qui est en fonction de P, je remplace mon P partout par 0,5. Donc, voilà pourquoi je retrouve à chaque fois le 0,5 pour P. Donc, 0,5 fois différence progressive d'ordre 1 au point x 1,5, l'irona est égal à 0,22
c'est le premier déterminé Naya, plus donc P fois P moins 1 sur 2 fois le second coefficient. P moins 1 fois P plus 1 sur 3 factoriel qui est égal à 6 fois le coefficient. Plus P moins 1, P plus 1, P moins 2 sur 4 factoriel fois le coefficient égal, donc si je calcule tout ça, ça donne 1,53. Avec la formule régressive, pareil. Donc, f de x0, c'est f de 0,3. Le p, on l'a calculé. La différence finie d'ordre 1 au point moins 1,5, donc ça vaut 0,18. C'est ce coefficient-là. Ensuite, p plus 1, différence finie centrée au point x0 sur 2 factoriels. Je fais l'application numérique, je retombe sur le même résultat. Effectivement, je vais toujours trouver le même résultat puisqu'il s'agit du même polynôme Pn de x. Donc, il n'y a pas de raison pour avoir deux résultats différents. Donc, conclusion de ce chapitre. Donc, le même polynôme Pn de x qui fit un ensemble d'ordre n qui fit un ensemble de points n plus 1 point xk est unique. Il peut avoir plusieurs expressions dans différentes bases. On choisit la base selon l'utilisation. On peut passer d'une base à une autre sans problème. Et puis tous ces polynômes donc écrits dans différentes bases avec différentes expressions de composantes. Lorsque je somme les composantes, tout le temps je retombe sur le même résultat. On passe à l'approximation polynomiale. Donc, on a déjà posé le problème de l'approximation et là, je considère un ensemble de points qui sont donc là représentés par cette figure. Ça, c'est un résultat d'une expérience de physique qui relève la tension en fonction du courant. Donc, je sais à l'avance que au bord d'une résistance, donc je sais à l'avance que c'est une droite, donc c'est un polynôme d'ordre 1. Maintenant, cette droite, j'ai plusieurs points et si j'essaye de relier tout, de relier par une droite, je sais que ça ne va pas passer par tous les points nécessairement. Puisque ces points sont entachés d'erreurs. Donc, ça reste des mesures expérimentales. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on cherche donc à approximer par une droite qui va approcher au maximum l'ensemble des points en respectant un certain critère de minimisation qui minimise la distance entre les points et la courbe. Maintenant, ce critère de minimisation, je peux le choisir de différentes façons. Donc, je peux m'imposer plusieurs sortes de critères de minimisation. La minimisation qu'on fait dans ce programme, c'est une minimisation qu'on appelle minimisation au sens des moindres carrés. Donc, le critère de minimisation qu'on s'impose, c'est un critère de minimisation au sens des moindres carrés. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un ensemble de points en bleu-rouge qui sont représentés là et je vais fitter par une droite qui va donc approcher le nuage des points. Donc, le critère que je m'impose, c'est que la distance, voilà la distance qui sépare les points de la droite. C'est toutes ces distances-là. Vous voyez qu'elles varient. Les distances varient par rapport à la droite. Le critère que je m'impose, ça s'appelle une norme euclidienne. Qu'est-ce que c'est qu'une norme? Alors, quand vous avez deux valeurs et que vous calculez l'écart entre elles, ça s'appelle une erreur. D'accord. Quand vous avez un vecteur avec un autre vecteur, ou alors un vecteur, donc plusieurs points, et vous voulez calculer donc en quelque sorte l'erreur par rapport à la même fonction. Et donc dans ce cas, on va utiliser une norme. Cette norme, au lieu que ce soit la distance entre un point et un point, ça va être la distance, la somme des distances entre chaque point et donc la même fonction. Donc pour une norme EK, c'est YK moins petit YK. Qu'est-ce que c'est que ça?
Les YK, ce sont les points qui sont sur la droite. Les petits YK, ce sont les F de XK. Maintenant, pour un point d'ordre K, la distance entre ce point qui s'appelle petit YK et ce point qui s'appelle grand YK. Donc, c'est le point qui correspond à ce point sur la droite. La distance, je l'appelle EK. C'est une distance EK. La norme euclidienne d'ordre 2, c'est la somme de toutes ces distances au carré. Donc, toutes ces distances, je les prenne au carré et je fais sommation. Donc, carré de ça, plus carré de ça, plus carré de ça, plus carré de ça, plus carré de ça. Une fois que j'aurai fini pour les points qui sont en bas, je somme aussi les points qui sont au haut. Donc, plus ça, plus ça, plus ça au carré. Donc, ça s'appelle une norme d'ordre 2, bien sûr, dans la racine. Le critère de minimisation qu'on s'impose quand on est en approximation au sens des moindres carrés, c'est que la norme euclidienne d'ordre 2, son carré, donc le carré de la norme euclidienne d'ordre 2, soit minimal. Maintenant, je prends ça, j'élève au carré, ça me donne la somme sans la racine. Donc, somme de k égale 1 jusqu'à n, ek au carré. Donc, c'est ce que je viens de définir. C'est la somme du carré de toutes ces distances-là par rapport à la droite. La quantité hadia, elle doit être minimale pour que je dise que j'ai une droite de meilleure approximation. Voilà donc le critère qu'on s'impose lorsqu'on fait une approximation au sens des moindres carrés par une droite. Voilà. Donc, je peux réécrire donc cette distance. Je vais appeler EAB ou alors ce critère de minimisation que j'appelle EAB, qui est égal donc à la norme euclidienne au carré de la somme de k égale 1 jusqu'à n de qulna YK moins YK. Qu'est-ce que c'est que grand YK? Grand YK, c'est AX plus B, c'est la droite AX plus B. Et YK, ça, c'est le F de XK. Donc la différence des deux au carré, la somme sur tout le monde, ça, c'est mon critère, c'est ma grandeur ou mon critère, c'est ma grandeur que j'utilise pour minimiser. Voilà. Donc, comme c'est une droite, donc AX plus B, pour que cette distance, donc ce paramètre soit minimum, il faut donc qu'il soit minimum par rapport au paramètre de la quantité. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme paramètre dans la quantité? Il y a A et B. Donc, il faut qu'il soit minimal par rapport à A et par rapport à B. Donc, je vais faire la dérivée de E à B par rapport à A égale 0. Donc, pour chercher un minimum. Et la dérivée de E par rapport à B est égale 0 pour chercher un minimum. Ça me donne deux équations que je vais écrire sous format matriciel comme ça. Donc, somme de k égale 1 jusqu'à n des xk. Somme de k égale 1 jusqu'à n des xk au carré. Là, c'est n. C'est le nombre de points moins 1. Donc, quand j'écris x0 jusqu'à xn, ça, c'est le n. Somme de k égale 1 jusqu'à n des xk. AB égale somme de k égale 1 jusqu'à n des xk yk. Et somme de k égale 1 jusqu'à n des yk. Pour déterminer les coefficients AB, il suffit de résoudre ce système. Voilà donc un exemple d'application dans lequel j'ai un nuage de points x, f de x qui sont représentés là. Je veux les approximer par une droite d'équation y égale ax plus b, donc je dois chercher a et b. J'applique le critère de minimisation au sens des moindres carrés, donc je vais écrire l'écriture matricielle de la minimisation au sens des moindres carrés. Je remplace chaque somme par sa valeur, donc je calcule à partir de là la somme des xk de k égale 1 jusqu'à n. Maintenant je viens là, je somme ça plus ça plus ça plus ça jusqu'au dernier. Ça donne cette valeur. La somme des xk au carré, c'est ça au carré plus ça carré
Donc c'est ça carré plus ça carré plus ça carré jusqu'au dernier. La somme des YK, donc c'est la somme de ça plus ça plus ça jusqu'au dernier. La somme des XK, YK, donc c'est ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça jusqu'au dernier terme. Une fois que j'ai remplacé, donc je résous mon système de deux équations à deux inconnues. Ça me permet de déterminer AB et donc la droite c'est AX plus B. J'ai déterminé la droite d'approximation au sens des moindres carrés. Donc là, c'était pour un cas discret où nous avions un ensemble de points discrets. Maintenant, je peux avoir, au lieu d'un ensemble de points, une fonction continue et je cherche à l'approximer par une droite. Dans ce cas, ce que je minimise, donc c'est toujours la distance au carré entre f de x, donc c'est petit y de k, et grand y de k, donc l'équation de la droite. Je minimise toujours par rapport à A et par rapport à B, et dans ce cas, au lieu, donc nous avions une somme tout à l'heure, là ça va être une intégrale qu'on va calculer. Pour déterminer A et B, donc je vais avoir deux équations à deux inconnues AB sous forme d'intégrale donc je calcule les intégrales, j'aboutis à une équation de deux équations, deux inconnues et je tire le A et le B. Donc de manière simple sur un exemple, je veux approximer la fonction exponentielle x par une droite dans un intervalle 0,1. Donc je veux la remplacer par une droite pour pouvoir en faire des choses. Donc la réponse c'est donc prendre la fonction f de x, de calculer l'intégrale donc de x dx entre a et b. A et b donc c'est 0 et a, intégrale de x dx entre 0 et 1. Ensuite intégrale de dx entre 0 et 1. X carré entre 0 et 1, x dx entre 0 et 1, et de l'autre côté, donc j'aurai l'intégrale de x fx dx, donc x exponentielle x dx entre 0 et 1, et intégrale de fx dx entre 0 et 1, donc ex dx entre 0 et 1. Je calcule toutes ces intégrales, la première me donne donc ça, la deuxième ça, et ainsi de suite, je remplace toutes les valeurs. Donc j'aboutis à un système de deux équations, deux inconnues. De la même façon, je détermine la droite à x plus b. Donc il n'y a pas plus simple que ça. De manière générale, maintenant, j'ai un ensemble de points que je veux approximer par une fonction polynomiale qui n'est pas forcément d'ordre 1. Donc, ce n'est pas forcément une droite, c'est un polynôme d'ordre m d'une manière générale. Donc, qui va s'écrire comme a0 plus a1, x plus jusqu'à am x à la puissance m. Donc, je dois déterminer tous les coefficients a0, a1 jusqu'à am. Je n'ai pas que ab, donc j'aurai m plus 1 coefficient à déterminer. Comment faire ça? Toujours, j'applique le critère de minimisation sur la distance, mais cette fois-ci, donc la distance c'est toujours f de xk, donc qui est yk, moins l'équation du polynôme d'approximation. Tout à l'heure c'était une droite puisque je voulais approximer par une droite, là c'est le polynôme d'ordre m. Cette distance donc au carré, en sommant sur tous les cas, elle doit être minimum. Minimum par rapport à quoi? Par rapport à tous les paramètres. Donc par rapport à A0, par rapport à A1 et par rapport jusqu'à AM. Donc j'aurai M plus 1 équation à M plus 1 inconnu à déterminer. Et en les écrivant, je vais pouvoir déterminer ces coefficients-là. Donc sous format compact, ceci revient donc à l'expression suivante. Lorsque j'applique le critère de minimisation, les équations auxquelles j'aboutisse, elles sont regroupées dans cette équation matricielle, comme pour l'autre. Donc, j'aurai tous ces termes-là. Donc, la première ligne, c'est somme de k égale 1 des xk à la puissance m. On va x xk à la puissance 1 plus 1, xk à la puissance 1 plus 2, ainsi de suite, jusqu'à xk à la puissance 2m.
En bas, je diminue d'un cran. Donc, ça va être x à la puissance moins 1. نزيد بواحد حتى le dernier, donc x à la, k à la puissance 2m moins 1. Plus bas, plus bas. Donc, le dernier, c'est que c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n des xk à la puissance 0 qui représente 1. Et la somme de 1 n fois, c'est n. Ensuite, je monte de 1 à chaque fois, donc somme de k égale 1 jusqu'à n de xk, xk plus xk à la puissance 2, puissance 3, le dernier c'est xk à la puissance m. A0, A1 jusqu'à m, am dans l'ordre, et là, de l'autre côté, je trouve la somme de k égale 1 jusqu'à n de xk à la puissance m, yk. xk à la puissance m moins 1, yk, je descends toujours jusqu'à xk à la puissance 0 qui est égal à 1 fois yk, donc qui est la somme des yk. Donc, je remplace, je calcule chaque somme avec les valeurs du tableau si c'est un tableau, ou alors les valeurs de l'intégrale si c'est une intégrale. Parce que si c'est une intégrale, la somme se transforme en intégrale. Donc, j'aurai partout des intégrales et donc je calcule chaque intégrale entre les deux bornes de l'intégrale. Une fois que j'ai rempli donc ces deux matrices, je déduis les coefficients en faisant résolution d'un système de 1 plus 1 équation à 1 plus 1 inconnu. Ça correspond à la forme compacte suivante que vous utilisez également. Je pense que c'est celle-là que vous utilisez en TD, mais vous pouvez travailler soit avec celle-là, soit avec celle-là. Comment donc travailler avec la formule compacte? Donc c'est somme de i égale 0 jusqu'à m des AI, donc remarquez la parenthèse, de AI somme de k égale 1 jusqu'à n, xk à la puissance i plus j égale somme de k égale 1 jusqu'à n de f de xk fois xk à la puissance j pour j allant de 0 jusqu'à m. Donc qu'est-ce que je fais? Je me fixe un j égale 0. Ensuite, je viens là et je fais la somme de i égale 0 jusqu'à m de tout ça égale ça. Donc j'aurai pour i égale 0, donc c'est A0, somme de k égale 1 jusqu'à n de xk à la puissance 0. J, on l'a fixé à 0, souvenez-vous, égale somme de k égale 1 jusqu'à n de f de xk. Xk à la puissance 0, puisque j, on l'a fixé à 0. Donc ça donne une première équation. Je fixe un autre j, donc j égale 1, ça me donne une deuxième équation. M, ça me donne une équation mième. J'aurai, comme ça toujours, je retombe sur ça, donc c'est un ensemble de m plus 1 équation à 1 plus 1 inconnu. Résolution, ça me donne les coefficients A0, A1 jusqu'à AM, et donc ça me permet d'établir l'expression de mon polynôme d'approximation PM de x. Donc voilà pour ce qui est de l'approximation. Vous aurez également les exercices de TD qui vont avec, qui seront donc traités par votre chargé TD et envoyés sous forme de vidéo si ce n'est pas déjà fait. Voilà. L'enregistrement relatif au chapitre intégration numérique sera divisé en 3 parties. Chacune traitera une méthode de résolution. Donc, dans ce premier enregistrement, on va voir la première méthode de résolution. Mais avant ça, donc, on va poser le problème de l'intégration numérique. Donc, on est amené à faire une intégration numérique à chaque fois qu'on est en face de deux situations essentiellement. La première se présente lorsque vous voulez intégrer une fonction donnée que vous ne connaissez qu'en certains points. Ça veut dire que vous cherchez l'intégrale de la fonction dans un intervalle AB et vous ne la connaissez pas de manière continue dans cet intervalle
ce qui rend le calcul de l'intégrale impossible analytiquement. Donc, on va le voir numériquement par plusieurs méthodes. C'est le cas ici. Vous avez la mesure d'une grandeur physique qui est la vitesse en différents instants t d'un coureur et vous voulez calculer sa position ou la distance parcourue à chaque instant t pour analyser les différentes phases de la course. Donc, vous êtes amené à calculer l'intégrale de la vitesse définie par ces différentes valeurs en fonction du temps. La deuxième situation, j'ai donné là un exemple qu'on rencontre en thermodynamique statistique qui concerne le calcul de la capacité calorifique d'un solide dans le cadre du modèle de Debye et qui fait apparaître une intégrale qui se met sous cette forme-là. Donc intégrale entre 0 et x de x3 sur ex moins 1 dx qui est analytiquement pas accessible. Dans ce cas donc, on va faire appel à l'intégration numérique de la fonction f de x à intégrer dans le domaine AB, qui est égal à 0x dans ce cas. Donc, indépendamment de la situation, la démarche à suivre est tout le temps la même. Donc, elle se fait en 4 étapes en gros. La première consiste à d'abord donc discrétiser le domaine d'intégration AB en un certain nombre de points xk pour k allant de 0 jusqu'à n, donc en n plus 1 point. Avec le premier point donc commence à la première borne de l'intégrale, donc x0 commence à a et le dernier point correspond à la deuxième limite de l'intégrale. Bien sûr, cette première étape concerne uniquement le cas où vous avez une fonction continue à intégrer. Lorsque vous avez un nombre de points, donc une fonction qui est déjà discrétisée, vous passez sur cette première étape puisque c'est déjà fait. La deuxième étape consiste donc à remplacer la fonction f à intégrer par une fonction simple qui est un polynôme d'ordre m sur chaque sous-intervalle de l'intervalle AB. Et là, on verra qu'on peut remplacer la fonction par un polynôme de degré m inférieur ou égal à n. Cette étape, comme vous pouvez comprendre immédiatement, donc comme elle consiste à remplacer la fonction par une fonction polynomiale plus simple à intégrer, donc ça va faire appel à toutes les connaissances du chapitre précédent qui est interpolation et approximation polynomiale. Donc le chapitre intégration en fait repose en entier sur le chapitre interpolation et approximation au niveau de cette deuxième étape. Donc à la troisième étape, on va donc intégrer la fonction sur chaque sous-intervalle, mais pas la fonction, puisque soit elle est difficile à intégrer, soit on ne peut pas l'intégrer. On va intégrer la fonction qui la remplace, donc le polynôme de remplacement, c'est le polynôme d'interpolation ou d'approximation dans ce sous-intervalle. Donc, on va faire cette démarche pour tous les sous-intervalles qui constituent l'intervalle AB dans la partie 4. Et à la fin, on somme toutes les contributions. Donc, toutes les intégrales delta IK relatives à chaque sous-intervalle SK vont être sommées pour constituer l'intégrale I dans AB. Donc, je m'explique plus. Pardon. Donc, je résume ce que je viens d'avancer. Donc, voici l'intégrale AB dans lequel je veux calculer l'intégrale de la fonction f.
Je commence par discrétiser l'intervalle en un certain nombre n plus 1 points répartis entre x0 égale a et xn égale b. Chaque point donc va être repéré par xk égale x0 plus kh pour k allant de 0 jusqu'à n lorsque la discrétisation se fait avec un pas régulier. Ensuite, je divise donc l'intervalle AB en un certain nombre de sous-intervalles SK qui contiennent donc chacun un certain nombre de points à l'intérieur. Donc, comme dans cette configuration, j'ai pris un premier sous-intervalle S0 qui est là, qui contient 1, 2, 3, 4 points. À côté, j'ai pris 1, 2, 3 pour constituer le second sous-intervalle S1. Je fais pareil jusqu'au dernier. Là, j'ai choisi un dernier intervalle SM qui contient 1, 2, 3, 4, 5 points. Voilà. Donc, il n'y a pas, d'une manière générale, il n'y a pas une contrainte sur le nombre de points à prendre pour chaque sous-intervalle. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma fonction sur chaque sous-intervalle SK, je la remplace par un polynôme d'ordre n qui va avec le nombre de points que contient cet intervalle. Donc dans ce premier cas, par exemple, j'ai 4 points, je fit avec un polynôme d'ordre 3. Là, comme j'ai 3 points avec un polynôme d'ordre 2, là c'est comme si 5 c'est un polynôme 4 et ainsi de suite. Une fois que j'ai fait ça, je calcule l'intégrale de ce polynôme d'interpolation sur ce premier sous-intervalle que je vais appeler delta I1. Je fais pareil sur le second sous-intervalle. Je calcule l'intégrale de P2 de x sur cet intervalle pour me donner delta I2. Je fais pareil donc pour tous les autres sous-intervalles, pour les M sous-intervalles. Et à la fin, donc, je vais avoir un dernier delta IM qui est l'intégrale de P4 de x dans l'intervalle Sn. La dernière étape, ça va être de sommer toutes ces contributions pour retrouver l'intégrale I dans l'intervalle AB. Donc, l'intégrale de f dans A, B, c'est la somme de ça, jusque-là. Voilà, donc ça, c'est la méthode qu'on adopte de manière générale. Maintenant, la problématique que traite ce chapitre, c'est de déterminer le polynôme qui remplace la fonction sur chaque sous-intervalle. Donc, ça revient à utiliser nos connaissances du chapitre interpolation et approximation. Ce que on va voir rapidement sur un exemple d'application. Donc la première méthode, on l'appelle la méthode directe, dans laquelle la fonction intégrée est approchée par un polynôme d'interpolation Pm de x égale a0 plus a1x jusqu'à am, là c'est m, c'est amx à la puissance m avec m inférieur ou égal à n, d'intégrer cette expression sur chaque sous-intervalle. Donc j'intègre le polynôme sur cet intervalle et je l'évalue aux bornes de sous-intervalle xk plus m. Donc si cet intervalle contient m points, donc ils vont être répartis entre xk et xk plus m. J'évalue cet intervalle entre ces deux points et je calcule le delta I relatif à ce sous-intervalle. Je refais ce travail pour tous les sous-intervalles et je calcule le I total. Maintenant, l'expression de ce polynôme, donc pour la connaître, il faut connaître les coefficients A0, A1 jusqu'à AM. Vous vous souvenez de ça dans le chapitre interpolation par la méthode directe. Donc, comment déterminer ces coefficients A0 jusqu'à AM? Je peux le faire de 3 façons différentes. Comme on l'a vu, donc la première consiste à prendre les points d'interpolation, les remplacer dans l'expression du polynôme
établir un système d'équations à m équation m plus une équation avec m plus une inconnue qui va me permettre de déterminer les coefficients. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de chercher pas un polynôme d'interpolation, mais un polynôme d'approximation. Donc un polynôme qui approxime cet ensemble des points. Et ça, je le ferai bien évidemment par la méthode des moindres carrés. Donc le polynôme, le meilleur polynôme d'approximation au sens des moindres carrés, comme j'ai fait dans le chapitre approximation. Le troisième cas qui se présente, c'est lorsque vous ne disposez pas des points d'interpolation et d'approximation, mais d'une fonction continue. Alors dans ce cas, pour avoir ces coefficients, il va falloir d'abord calculer la valeur de la fonction en certains nœuds. Donc il faut discrétiser d'abord la fonction en quelque sorte. On va expliquer tout ça sur cet exemple d'application qui est là. Donc, dans lequel on vous demande de calculer l'intégrale de la fonction erreur qui est définie par... la fonction erreur, c'est une fonction qui apparaît beaucoup en mathématiques et donc en physique. Elle est définie par l'expression intégrale entre 0 et x de exponentielle moins t2 dt. Je veux donc intégrer cette fonction dans l'intervalle 0x. Je ne peux pas le faire analytiquement. Je vais le faire numériquement. Alors, là, il s'agit d'un cas continu. Je ne suis pas dans le premier cas de point discret. Je suis dans le second cas d'une fonction qui est définie d'une certaine façon continue. Donc, pour ça, il va falloir d'abord passer par la première étape qui est la discrétisation de l'intervalle d'étude, qui est 0, 1, puisque on me demande de calculer l'intégrale en x égale 1, ça veut dire que c'est entre 0 et 1. Donc, mon intervalle AB d'étude, c'est 0, 1. Donc, je discrétise cet intervalle en un certain nombre de sous-intervalles qui sont de nombre m, qu'on note donc SK pour un cas variant de 1 jusqu'à grand M. Je prends donc, j'ai le choix de prendre le nombre d'intervalles que je veux, mais là pour ne pas faire trop de calculs, j'ai choisi de faire pour m égale 2. Donc je prends deux sous-intervalles, S1 et S2. Head l'intervalle 0, 1 d'étude, je le divise en un premier intervalle S1, un deuxième intervalle S2. Ensuite, étape 2, je remplace la fonction f par un polynôme d'ordre m sur chaque sous-intervalle. Donc en S1 et en S2, je remplace m par un polynôme d'ordre m. Et là également, je peux prendre le nombre de points que je veux, puisque la fonction elle est continue. Donc à l'intérieur de cet intervalle, je prends le nombre de valeurs que je veux de la fonction, donc le nombre de points que je veux. Pour ne pas faire trop de calculs, j'ai choisi donc de prendre m égale 2, donc un polynôme de degré 2, qui sera donc décrit par l'expression A0 plus A1x plus A2x2. Donc en gros, j'aurai 1, 2, 3 coefficients à déterminer sur chaque sous-intervalle, sur S1 et sur S2. Une fois que j'ai fait ça, je vais évaluer donc ma fonction sur chaque sous-intervalle en m plus 1 point, puisque j'ai pris un polynôme de degré 2, ça veut dire que j'ai m plus 1 point dans l'intervalle. Donc si c'est 2, j'aurai 3 points pour chaque intervalle. Donc en résumé, voilà les valeurs de x et voilà les valeurs de f de x que je vais prendre. Donc je sais que mon x, il va de 0 jusqu'à 1, c'est l'intervalle d'étude. Je le divise en deux sous-intervalles S1, S2. Avec S1 contient 3 points d'interpolation. Donc 1, 2, 3. Et S2 en contient également 3. Donc 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, ces points, je les prends comme je veux. J'ai fait le choix de prendre le premier point en 0,2, le deuxième en 0,4. Ensuite 0,7 et 1. Je calcule la valeur de la fonction en chaque point. Donc, ma fonction est bien définie. Je remplace en chaque point. J'établis donc f de x correspondant. Donc, en deuxième étape,
en quatrième étape, pardon, on va calculer l'intégrale élémentaire. Donc, sur chaque sous-intervalle, on va le calculer pour le premier, qui est S1. Ensuite, on le fera pour S2. Donc, S1, il va de 0 jusqu'à 0,4 et S2 va de 0,4 jusqu'à 1. Donc, la première intégrale élémentaire donc, va s'écrire comme A0x plus A1x2 plus AMx1 plus 1 entre xk et xk plus m. Si j'applique ça sur mon polynôme, j'aurai donc l'intégrale évaluée entre x0 et x2. x0, x1, x2. Donc, c'est entre x0 et x2. Maintenant, la tâche qui est donc à faire dans tout ça, c'est de déterminer les coefficients de ce polynôme que je vais évaluer entre ces deux bords de l'intégrale. Et pour ça, donc, on va le faire par la méthode directe d'interpolation. On prend les points d'interpolation xk, f de xk, on les remplace dans l'expression de polynôme. Donc, je le fais pour x0, je le fais pour x1, pour x2. J'obtiens donc un système de 3 équations, 3 inconnues. La résolution me donne A0, A1, A2. Voilà. Donc, à partir de là, je fais application numérique. Delta I1 sur l'intervalle S1 est égal, donc l'expression de mon polynôme intégré entre x0 et x2, donc entre 0 et 0,4, qui me donne 0,35. Je refais exactement le même travail pour l'intervalle S2. Donc, voilà l'expression générale que j'applique sur S2. Donc, je vais évaluer entre X2 et X4. Donc, c'est entre, regardez, X0, 1, 2. Donc, entre X2, 3, 4. Donc, entre X2 et X4 pour S2. X2 vaut 0,4, X4 vaut 1, donc je fais application numérique, ça me donne 0,47. L'intégrale maintenant totale de la fonction vaut donc delta I1 plus delta I2, la somme des deux contributions qui me donne ça. Donc voilà l'intégration par la méthode directe.